Bonjour. Maintenant, on va considérer le chapitre 1.2. Donc, précédemment, on a établi les équations de mouvement de Navier-Stokes ou de Euler pour l'air, et on va montrer que dans un certain régime de petites fluctuations de pression, de vitesse et de densité près de l'équilibre, eh bien, ces petites fluctuations sont décrites par une équation assez simple qu'on appelle l'équation d'onde. Voilà, afin de présenter ce résultat qui est très important, qui est la proposition suivante, on a tout d'abord besoin d'introduire l'opérateur laplacien, fait d'opérateurs dérivés partiels. Alors la notation qu'on va utiliser, par exemple lorsqu'on a une fonction qui dépend de plusieurs variables, x, y, z, eh bien la dérivée par rapport à x, on va le noter dxf. Et ensuite, on va utiliser l'opérateur laplacien, qui sur une fonction p comme par exemple la pression, qui dépend de x1, x2, x3, eh bien, le Laplacien de P, ce sera la somme sur les indices J des dérivées secondes de P par rapport à x1, plus dérivée seconde de P par rapport à x2, plus dérivée seconde de P par rapport à x3. Alors voilà, je vous rappelle, vous pouvez avoir des informations en cliquant là sur Laplacien, mais qu'on peut obtenir cette expression aussi en appliquant tout d'abord le gradient de P. Donc on obtient comme ça trois composantes, la dérivée de P par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à x3, et ensuite on applique la divergence, qui est encore appliquer la dérivée par rapport à x1, x2, x3, et de faire la somme du résultat. Et comme ça on obtient cette formule-là, appelée Laplacien de la fonction P. Alors la proposition importante qu'on veut expliquer, c'est la suivante. Supposez que vous ayez un fluide, imaginez de l'air, soumis aux équations de mouvement de Euler. Alors on l'a vu, c'est que la masse volumique fois l'accélération égale moins gradient du champ de pression. Et on suppose que ces champs sont quasiment constants, sauf qu'ils ont des toutes petites fluctuations près de valeurs constantes. Autrement dit, le champ de pression P, qui dépend de xt, en fait, c'est une valeur constante P0, qu'on appelle valeur à l'équilibre, plus des toutes petites variations qu'on va noter P de xt sans mettre en gras la lettre. Vous voyez ? Et on va supposer donc que ces fluctuations petit p sont très faibles par rapport à la valeur constante P0. Et de même pour la masse volumique. Rho de xt, ce sera une valeur constante ρ0 plus des valeurs qui fluctuent, ρ de xt, qui fluctuent avec l'espace et le temps, mais dans des proportions très faibles, très petites. Eh bien, on affirme qu'au premier ordre par rapport à ces petites valeurs, eh bien, ces fluctuations P de pression sont régies par cette formule. Donc la dérivée seconde de P par rapport à T moins une constante C au carré fois le Laplacien de P égale 0. Et cette équation, vous voyez, qui est assez simple, parce qu'elle fait intervenir seulement l'inconnu P, et au au degré 1, donc on appelle ça une équation linéaire. Cependant, il y a des dérivées secondes, donc on appelle ça une équation du deuxième ordre. Eh bien, elle s'appelle équation des ondes. Et la constante C est égale précisément à racine carrée de gamma, qui était l'indice adiabatique de l'air, fois P0 sur ρ0, qui sont les valeurs constantes de la pression et de la masse volumique de l'air. Et en utilisant l'équation des gaz parfaits, on peut réexprimer cette quantité-là, non pas avec P0, ρ0, mais avec R, la température T0 et la masse molaire, vous voyez, en utilisant la loi des gaz parfaits. De plus, on verra que grâce à l'équation de Laplace en thermodynamique, eh bien, les fluctuations de pression P sont reliées aux fluctuations de densité ρ par la formule suivante. En fait, P sur P0 égale gamma fois ρ sur ρ0. Voilà, de façon concrète, on verra que cette équation des ondes nous montre que les fluctuations se déplacent un peu comme des vagues à la surface de la mer. Et voici une image obtenue de façon expérimentale où on voit en effet, là c'est un émetteur d'ultrasons et qui émet des ondes ultrasonores. La longueur d'onde est de l'ordre du centimètre. Et on voit un peu comme des vagues ici qui se propagent, qui rebondissent sur cette plaque et qui vont vers le bas. Alors avant de donner la preuve de cette proposition, on va donner d'abord quelques commentaires intéressants.
Donc je vais à la suite. Voilà, alors dans l'équation d'onde, il y a la constante C, qu'on appelle vitesse du son, mais on verra plus tard pourquoi ça s'appelle vitesse du son. On verra qu'en effet, ça correspond à la vitesse des ondes de vagues qui se propagent. Une autre remarque, c'est qu'on peut faire une application numérique, par exemple, dans le cas de température ambiante 20 degrés Celsius et pression atmosphérique. Eh bien, on avait vu, vous voyez un exemple ici, qui donnait la masse volumique de l'air à 1,2 kg par mètre cube. Eh bien, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver une vitesse C égale à 343 mètres par seconde. Et ça correspond donc à la vitesse en effet du son dans l'air à température ambiante. Et je fais remarquer une chose, c'est qu'on utilise pour gamma eh bien, la valeur dont on a parlé, l'indice adiabatique 7/5 pour des molécules diatomiques. Voilà, et dernière remarque, c'est que l'équation d'onde concerne la pression, mais d'après cette relation ici, vous voyez, qui relie la pression P aux fluctuations de masse volumique, eh bien, quand vous remplacez dans l'équation d'onde, vous obtenez la même équation d'onde pour les fluctuations de masse volumique. Un autre exemple, si au lieu de l'air, vous prenez par exemple un gaz formé d'hélium seulement. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? La masse molaire de l'hélium est de 4 grammes par mol. En fait, les atomes sont tout petits, sont très légers. Et donc, ça change, d'après cette expression, la vitesse du son qui sera beaucoup plus élevée, de l'ordre de 972 mètres par seconde. Un autre petit exercice qu'on peut faire à partir de ces formules, par exemple, d'après cette formule de la vitesse du son qu'on obtient à partir de la température, on voit que pour toute chose égale par ailleurs, eh bien, la vitesse du son augmente si la température augmente. Vous voyez, et ça augmente comme racine carrée de la température. Et pour préciser ça, par exemple, si vous prenez le logarithme de cette formule, ça nous fait logarithme de la vitesse du son, logarithme de C, égale 1/2. Alors, je crois que j'ai oublié 1/2 ici, mais ça fait voilà 1/2 de log de gamma R sur M, plus 1/2 de log de T. D'accord ? Et donc, en différenciant, vous savez que la dérivée de log, c'est 1 sur C. Donc, ça nous fait, la différentielle de log de C, c'est dC sur C égale, si ça c'est une constante, ça fait 0. Lorsqu'on différencie, ça nous fait donc 1/2 de dt sur T. Voilà, et ça signifie que, par exemple, si la température augmente de 20 degrés, d'accord, donc delta T égale 20 degrés, eh bien vous pouvez déduire que delta T sur 2T à température ambiante, ça vous fera 3%, et donc delta C sur C sera 3%, soit delta C égale 3% fois la vitesse du son, ce qui fait une augmentation de 10 mètres par seconde. Et donc, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, s'il fait 20 degrés de plus que l'hiver, eh bien le son va plus vite. Et une autre remarque, on le verra plus tard, pour l'explication des mirages acoustiques, c'est que dans une atmosphère donnée, parfois l'air est plus chaud au sol, lorsque par exemple le sol est chauffé par le soleil, et plus froid en altitude, et donc il y a des différences comme ça de la vitesse du son à basse ou à haute altitude. Et ça a pour effet que les trajectoires des rayons sonores sont déviées.